Des experts en fiscalité du grand cabinet comptable KPMG roulaient sur l'or. Ils avaient trouvé un filon qui allait rapporter gros. Une combine pour dissimuler les fortunes de certains de leurs clients canadiens les plus riches derrière les forteresses de l'île de Man, dans le plus grand secret. Personne ne dira rien. Motus et bouche cousue. Comment l'Agence du revenu va-t-elle le détecter? Mais des clients révèlent aujourd'hui comment fonctionnait ce trompe-l'œil. C'est la réalité ou de la fiction? De la fiction. Je conserve le contrôle absolu sur mon argent. Tout le reste n'est qu'une façade. Grâce à KPMG, ces multimillionnaires n'ont jamais eu à faire face à la justice canadienne. On parle ici d'évasion fiscale, qui est un crime grave, et c'était la cause parfaite pour se rendre devant les tribunaux. L'Agence du revenu leur a plutôt offert une amnistie. Permettre une amnistie fiscale, tout à fait inadmissible. Qui sont ces mystérieux clients? Notre enquête nous mène vers certaines des plus grandes fortunes canadiennes, protégées par un des cabinets comptables les plus influents au pays. Madrid, l'une des grandes capitales européennes les plus riches en événements culturels. Un lieu touristique par excellence pour attirer les experts en fiscalité de partout dans le monde au congrès de l'IFA, l'Association fiscale internationale. Un congrès dont un des plus importants commanditaires est le cabinet KPMG. Au programme, 5 jours de rencontres et de conférences sur les enjeux fiscaux à l'échelle internationale. Le recours aux paradis fiscaux par les bien nantis et les multinationales fait maintenant scandale et les experts savent que le vent tourne. As the Panama Papers and now the Bahama Papers have shown us, there is growing resentment against the global tax structure, especially in the context of tax havens. Dans cette guerre opposant les autorités fiscales aux plus fortunés, les grands cabinets promettent de monter au front. Un des grands patrons de KPMG était on ne peut plus clair dans cette vidéo corporative. If we just let regulators, if we let other stakeholders define what the tax landscape is going to look like, I'm not so sure that it's going to be right, frankly, for our clients, for us, but realistically for society. I think we can help build the tax system of the future, and I look forward to being a huge part of that. L'influence des cabinets comptables me paraît forte ici, dans le sens qu'ils sont présents à beaucoup d'événements qui sont capables d'influencer pour des changements législatifs. Selon la spécialiste en fiscalité internationale Marwa Rizki, les grands cabinets sont au cœur du problème des stratégies d'évitement et d'évasion fiscale. C'est eux qui montent la structure et c'est eux, en plus, qui sollicitent les clients pour leur vendre de telles structures. Il y a une vingtaine d'années, les grands cabinets comptables rivalisaient d'imagination pour créer des stratégies fiscales de plus en plus payantes, mais aussi de plus en plus risquées. À l'époque, ils étaient persuadés qu'ils ne se feraient jamais prendre. L'avocat fiscaliste Michael Hammersley travaillait pour KPMG aux États-Unis à cette époque. La culture était de vendre des stratégies fiscales très risquées, non conformes à la réalité. C'était une décision d'affaires, que ce soit légal ou non. Tout ce qu'on risquait en ne respectant pas la loi, c'était une petite tape sur les doigts. Et puis, on pouvait devenir tellement riche. Au Canada aussi, des fiscalistes de KPMG ont concocté un stratagème offshore très lucratif. Selon un document interne, on visait des clients ayant plus de 5 millions de dollars à placer dans les paradis fiscaux. Les promesses étaient alléchantes. Aucun impôt à payer sur les gains en capital et une confidentialité assurée. À chaque vente du stratagème, KPMG récoltait au moins 100 000 $. Le cabinet y soulignait même les ventes fructueuses, citant en exemple Serge Bilodeau, un des associés du bureau de Montréal. Un homme d'affaires canadien a accepté de nous révéler, sous le couvert de l'anonymat, le contenu de ses rencontres confidentielles avec un associé de KPMG. Je lui ai dit, je veux payer
le moins d'impôts. Ou, si c'est possible, ne pas en payer du tout. Il m'a répondu, « J'ai bien une idée pour toi. » Et il m'a expliqué en termes simples, « Ton argent va aller dans un paradis fiscal. Il va aller à l'île de Man. » L'île de Man est située entre l'Irlande et l'Angleterre. Le taux d'imposition des sociétés y est de 0 %. KPMG y a un bureau dans la capitale, Douglas. KPMG crée une société pour son client canadien. Le cabinet recrute aussi 2 résidents de l'île de Man, des prête-noms, qui joueront sur papier le rôle d'actionnaire. Le client canadien fait cadeau de sa fortune à cette société. Ce client va transférer ses actions en les donnant sur papier, et je tiens à préciser le terme « sur papier », vers une entreprise écran qui va être située à l'île de Man. Il lui donne, donc ça ne lui appartient plus. Le client ne déclare rien au fisc canadien puisqu'en apparence, il n'est plus le propriétaire. Pendant ce temps, sa fortune fructifie. Quand il veut rapatrier de l'argent au Canada, il n'a qu'à demander à la société offshore de lui faire un cadeau, en apparence un don non imposable. Mais il s'agit d'un subterfuge, selon le professeur André Larreau. Lorsque les contribuables ont remis de l'argent à la Société de l'île de Man, des millions de dollars dans les circonstances, il était très clair pour ces personnes que la somme devait leur revenir éventuellement. Ce n'est pas un don. Donc, la question est, est-ce qu'il s'agit d'une situation de fraude? Quelle personne saine d'esprit va payer 100 000 $ à KPMG pour signer un document qui, en définitive, va donner tout son argent? Est-ce logique? Non, ça n'a aucun sens. Ça doit cacher quelque chose. Ça doit cacher la véritable intention de l'opération. Même s'il n'est pas actionnaire, le multimillionnaire peut garder le contrôle sur sa fortune en siégeant au conseil d'administration. Si je n'étais pas d'accord avec une transaction, il n'y avait pas de transaction. J'avais le dernier mot. J'avais un droit de veto. Pour créer un écran plus opaque, KPMG recommandait de nommer un ami digne de confiance pour siéger à la place du client. De plus, le stratagème de KPMG comportait une entente secrète donnant au client ou à son ami un pouvoir extraordinaire. Au moindre problème, il pouvait déclencher la liquidation de la société et le retour illico presto de sa fortune au Canada. Au bout du compte, j'ai toujours le contrôle absolu sur mon argent. Tout le reste, chaque bout de papier, est une façade pour donner l'apparence que je n'ai pas de contrôle sur la compagnie. Mais, dans les faits, je l'ai. Qu'est-ce que vous pensez en voyant ça? Mais écoutez, déjà, après avoir lu les documents, c'était clair pour moi que l'ensemble de la structure était dans le but de faire de l'évasion fiscale. Mais après entendre ce témoignage, qui est extraordinaire dans le sens que la preuve est faite, ici, on a vraiment un stratagème qui est dans le but d'éluder l'impôt. Par courriel, KPMG rejette catégoriquement la validité des propos du client et affirme que leur client était explicitement informé qu'ils cédaient le contrôle de leurs actifs. À ce jour, ni les clients de KPMG ni le cabinet lui-même n'ont fait l'objet d'une enquête criminelle pour évasion fiscale. Au niveau criminel, on parle d'intention. Et ici, on a un témoignage qui parle clairement de l'intention tant du contribuable, mais aussi des planificateurs fiscaux. J'ai posé la question. Vous êtes certain que c'est correct? Il m'a dit, oui, c'est correct. On l'a déjà fait. Tu n'as qu'à faire ce qu'on te dit et tout va bien aller. J'ai dû signer une entente de non-divulgation, de confidentialité. Il ne fallait jamais que je parle de ça à quiconque. Comment l'Agence du revenu va-t-elle détecter ça?
En effet, l'Agence du revenu n'a rien détecté jusqu'en 2012. À Victoria, les membres de la famille Cooper vivaient dans des résidences luxueuses, mais ils déclaraient de si maigres revenus qu'ils ne payaient que peu ou pas d'impôts. Ils ont même obtenu des crédits d'impôt alors qu'ils détenaient une fortune de 26 millions de dollars. Le fisc leur a imposé 6 millions en pénalité. La cause est en appel devant la Cour de l'impôt. Tout était caché derrière une société de l'île de Man. C'est là que nous avons poursuivi notre enquête, accompagnés du professeur André Laroux. Mais nous nous sommes heurtés à un mur de silence. I have no further comments. No more comments to make, gentlemen. I'm sorry. I'm going to ask you to leave now. I'm sorry, I can't actually discuss that with you. It's confidential, so I'm sorry. L'Agence du revenu ne retrouvera jamais les vrais bénéficiaires. La seule façon de les avoir, c'est d'obtenir la liste des clients de KPMG et d'obtenir donc les gens qui en ont été les vrais bénéficiaires. À Vancouver, les enquêteurs de l'Agence du revenu ont tenté d'obtenir la liste des clients en 2013, armés d'un ordre de la Cour fédérale. Mais KPMG a refusé, portant la décision en appel. Puis, plus rien. Pendant plus de 2 ans, la cause est restée en suspens. Pourquoi que ça n'a pas abouti devant la Cour? C'est parce que pendant ce temps-là, certains hauts fonctionnaires négociaient avec KPMG pour une amnistie. Derrière des portes closes, KPMG exerçait son influence auprès de l'Agence du revenu pour que ses riches clients n'aient pas à faire face à la justice. Les riches clients canadiens de KPMG pouvaient continuer à jouir de la vie sans trop de soucis, même s'ils étaient maintenant dans la mire du fisc. Le puissant cabinet comptable avait réussi un tour de force. Il avait négocié pour eux une entente secrète dont nous avons obtenu une copie grâce à une source anonyme. Les clients n'auraient qu'à payer les impôts dus en bénéficiant d'un taux d'intérêt réduit, sans aucune pénalité ni poursuite devant les tribunaux. En contrepartie, l'agence exigeait que son offre demeure strictement confidentielle. Ça me laisse sans mots, cette clémence. On ne parle pas d'une petite évasion fiscale, on parle de montants assez importants. En fait, le message que ça envoie, c'est que la loi ne s'applique pas à tous. À Ottawa, nos révélations ont eu l'effet d'une bombe. Les Canadiens en ont assez de ces fling-flangs qui permettent aux multimillionnaires de ne pas payer leurs impôts et de se faire traiter aux petits oignons par le gouvernement. Ce gouvernement croit en l'équité fiscale où tous les Canadiens payent leur juste part d'impôts et sont traités équitablement par le système nouveau fiscal premier ministre se disait prêt à réévaluer l'entente conclue par l'Agence du revenu sous le règne des conservateurs. What decisions made under a previous government, if they're erroneous, we'll look into them for sure. Un mois plus tard, les libéraux augmentent le budget de l'agence et annoncent de nouvelles mesures. J'annonce la mise en place d'un comité consultatif indépendant sur l'observation à l'étranger, qui se penchera sur l'évasion fiscale à l'étranger et la planification fiscale abusive. Ils seront 7 experts indépendants à conseiller la ministre, dont 2 Québécois, le fiscaliste Alain Lantier et la professeure de droit fiscal Marie-Pierre Allard. C'était ma compréhension que ce comité était formé suite à l'affaire KPMG qui était sortie là, publiquement quelques semaines avant. Les libéraux acceptent que le comité des finances se penche sur l'amnistie offerte aux clients de KPMG. La lumière allait être enfin faite. Mais en réalité, c'est tout le contraire qui est arrivé. This morning, word study of Canada Revenue Agency's efforts to combat tax avoidance and evasion. Le premier témoin convoqué est un des grands patrons de KPMG, Greg Weeb. Who were the CRA employees that negotiated the amnesty deal with KPMG and your clients? I'm not allowed to talk about any aspect of the settlement because it's subject to settlement privilege. Who were your main contacts with CRA? As I said earlier, that's one aspect of this conversation which I unfortunately cannot get into. Je vous dirais qu'on n'a pas appris grand-chose parce qu'encore une fois, plusieurs des éléments qui auraient probablement pu guider le comité dans son travail, on n'a pas pu avoir accès sous prétexte de confidentialité. Greg Weeb affirme que le stratagème de l'île de Man était tout à fait légal à l'époque.
As is the case with all our tax plans, it fully complied with all applicable tax laws. We conducted extensive internal and external due diligence. Putting some investment in offshore company and getting back here to Canada as a gift from a company to another company. Do you think that kind of behavior is moral? We determined back in 2003 that was something that we were no longer prepared to implement as an organization. It was a very different time. I mean, we used to smoke in restaurants in 2006. We used to text, in our cars up until 2 years ago. Times change and we change with it. Ce n'était pas plus légal en 1999 qu'aujourd'hui, en 2017, de faire de la fraude fiscale. Et non, la seule chose qui a changé, c'est l'opinion publique qui regarde davantage les crimes économiques et les crimes fiscaux. C'est ça qui a changé. C'est l'opinion publique. What was the total revenue received by KPMG for this particular package offered? The 16 implementations, the average fee was around $100,000. So the total fees that we would have received for implementing this particular plan was just shy of $1.6 million range. It was a fixed fee per implementation. It was not a contingent fee. Mais son témoignage est contredit par un document interne de marketing de KPMG déposé à la Cour. Le cabinet comptable explique que des frais annuels allant jusqu'à 15 % des impôts éludés pouvaient être facturés. La famille Cooper, selon l'Agence du revenu, aurait versé jusqu'en 2008 un total de 300 000 $ à KPMG. KPMG dit qu'il ne s'agit que d'allégations de l'Agence du revenu et soutient toujours que les informations livrées par Greg Weeb au Comité des finances étaient exactes. Ça démontre effectivement que, un, ils ont menti aux parlementaires devant la commission, et de deux, ils ont encore profité de leur stratagème fiscal. Non seulement ils incitent à l'évasion fiscale, mais ils en retirent des bénéfices. Quelques semaines après le témoignage de KPMG, c'est au tour de la ministre de répondre aux parlementaires concernant l'amnistie offerte par l'Agence du revenu. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas et il n'y aura jamais d'amnistie. Si nous avons la lettre présentement qui spécifie que les gens qui déclarent avoir utilisé ce mécanisme ne feront face à aucune pénalité alors qu'ils devraient faire face aux pénalités, il s'agit, au moins dans la langue française, d'une amnistie. Monsieur Caron, je suis de nationalité aussi française que vous et je vous dis que le terme amnistie n'est pas un terme qui est utilisé, il ne sera pas utilisé. Si c'est pas une amnistie, c'est quoi? Il s'agit effectivement, contrairement à ce que la ministre indique, d'une amnistie fiscale, c'est-à-dire de permettre à une personne de ne pas payer sa pénalité, de ne pas payer la majorité des intérêts. La ministre a même refusé de confirmer l'authenticité du document offrant l'amnistie aux clients de KPMG. Vous avez fait une enquête sur la lettre pour voir si elle était authentique? Il m'est impossible de confirmer l'authenticité du document. Alors, nous avons une lettre qui supposément n'existe pas, mais que nous savons que 16 clients, 16 lettres d'entente ont été signées avec 25 clients. C'est ce qui a été confirmé par l'enquête de Radio-Canada et de CBC. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est effectivement le cas? Je ne peux pas vous confirmer l'authenticité du document. C'est probablement l'échange le plus surréel que j'ai eu depuis mon entrée au Parlement. On joue sur les mots, on joue sur la sémantique, on refuse de parler d'amnistie, on refuse d'identifier, mais on refuse de nier l'authenticité d'une lettre. Le comité convoque ensuite une série d'experts indépendants. Mais le jour de l'audience, ils ne peuvent entrer dans la salle. Le comité est réuni à huis clos. J'ai attendu. Et lorsque on a eu la permission d'entrer dans le local, je me suis installé. Coup de théâtre. Call the meeting to order. Le président du comité, le libéral Wayne Easter, ordonne aux experts de ne pas parler de l'affaire KPMG. That if I believe a witness or a member is moving in a direction that could have implications on the court case, then I will ask their mic to be cut and go to the next question. Je trouve ça totalement aberrant qu'on m'ait invité et en spécifiant dans l'invitation qu'on voulait que je parle de KPMG et l'île de Man, et que tout d'un coup,
ma présence devenait tout à fait inutile puisqu'on ne voulait plus que je parle de ce domaine-là. Mr. Leroux. Good morning to you all. Bonjour, mon nom est André Leroux, je suis professeur de droit fiscal à l'Université Laval. J'ai accompagné aussi Radio-Canada à l'île de Mans pour l'enquête de l'année dernière. J'ai débuté mon intervention et j'ai choisi délibérément de mentionner le nom de KPMG. Puisqu'on m'a demandé de venir ici pour parler de KPMG à l'île de Mans, je vous soumettrai bien humblement que la stratégie mise en place par KPMG ne tombe pas, ne cadre pas. I would prefer you really didn't get into the KPMG case. That is the one that is before the courts. If you want to talk in generalities of tax avoidance, that's fine, but I don't want to go down a path that's going to cause trouble. Mr. Chairman, I was invited to speak about KPMG. KPMG a eu l'opportunité de livrer sa version des faits. Comme spécialiste de fiscalité, où j'ai des choses à dire concernant les aspects juridiques de cette planification, je pense qu'il aurait été seulement opportun que le comité entende. Comment expliquer l'attitude du président du comité? Quelques jours auparavant, les avocats de KPMG avaient envoyé une lettre au comité invoquant la règle du sub judice, selon laquelle il faut éviter d'interférer dans le processus judiciaire. Wayne Easter affirme ne pas avoir été influencé par cette lettre. The advice that we looked at was from Parliamentary Legal Counsel and how far you should or should not go. Je suis un peu surpris qu'on ait invoqué la règle du sub judice pour essentiellement là, bâillonner les experts dans cette affaire-là. Le Parlement peut poser les questions qu'il veut, convoquer les témoins qu'il veut et n'est pas assujetti au contrôle des tribunaux sur des questions de cette nature-là. Selon le professeur Gramont, le comité des finances a fait erreur. Ça conduit à une situation un peu bancale où les représentants d'une des parties, si vous voulez, là, ont pu s'exprimer, mais pas les autres, là, où un seul point de vue a été entendu. Ce que ça me donne comme message, c'est qu'on ne veut pas que l'information sorte. C'était, je pense, le début de la fin de l'étude sur KPMG et l'île de Mans au niveau du comité des finances, parce qu'il était impossible d'avoir un autre son de cloche. No further business. Meeting adjourned. Et qu'est-il arrivé du comité d'experts indépendants annoncé en grande pompe par la ministre? Les noms des deux Québécois, Arlène Lantier et Marie-Pierre Allard, étaient absents du premier rapport publié en décembre dernier. J'ai démissionné du comité quelques semaines avant le dépôt du rapport. Et pourquoi? J'avais certaines réserves par rapport au fonctionnement du comité et par rapport aux sujets qui étaient abordés par le comité. Dans une lettre adressée à la ministre du Revenu dont nous avons reçu copie, la professeure remet en question l'indépendance du comité. Ce sont les hauts fonctionnaires de l'Agence du Revenu et le président du comité qui déterminent l'ordre du jour, les sujets abordés, les questions soulevées. Est-ce que vous avez pu au moins aborder le sujet de KPMG? Ce sujet-là n'a jamais été à l'agenda, mais je ne peux pas en dire plus sur les discussions du comité parce que j'ai une attente de confidentialité. Moi, ça me préoccupe particulièrement que les deux représentants du Québec aient démissionné. Lorsqu'on prend toute l'affaire KPMG, on se rend compte qu'il y a peut-être ici une histoire de camouflage. Pendant des années, les fiscalistes de KPMG au Canada ont vendu un stratagème à certains de leurs riches clients, leur permettant de cacher leur fortune loin des regards de l'Agence du Revenu. Combien de multimillionnaires canadiens l'ont acheté et qui sont-ils? Le cabinet comptable dit avoir vendu son stratagème à 16 reprises. Mais l'identité de ses clients n'a jamais été révélée publiquement, à l'exception de la famille Cooper de Victoria, pour qui KPMG a créé la société Ogral à l'île de Mans. La plupart des Canadiens, je pense qu'ils aussi veulent savoir c'est qui les contribuables. Si le tout avait été fait devant les tribunaux, aujourd'hui, là, la lumière serait faite. OK, tu as le nom des compagnies et tout? Oui, c'est bon. À l'île de Mans, nous avons trouvé des indices dans le registre des entreprises nous permettant d'identifier plusieurs Canadiens impliqués.
Nous avons cherché des sociétés dont les statuts officiels étaient une copie conforme de ceux de la compagnie Ogral créée pour la famille Cooper. Quelques articles inusités ont particulièrement attiré notre attention, comme celui-ci, interdisant aux administrateurs de se rencontrer au Canada. De cette façon, nous avons repéré plus d'une vingtaine de sociétés, dont Sogeki Company Limited, une société créée en l'an 2000. Un Canadien siège au conseil d'administration de Sogeki, Frédéric William Ben, un administrateur du groupe Vidéotron Limité. Sogeki, c'est aussi le nom de la société portefeuille québécoise de la famille d'André Chagnon, le fondateur de Vidéotron. Pourquoi les Chagnon ont-ils acheté le stratagème de KPMG? On ne crée pas par pur hasard une société à l'Île-de-Man tout à coup. Puis on ne paye pas 100 000 $ par pur hasard pour avoir accès à une structure fiscale. On trouve d'autres indices révélateurs. Sogeki à l'Île-de-Man est créé le 3 février 2000. Le même jour, à la Barbade, un autre paradis fiscal, sont créés Sogeki Holding et Sogeki Investment, deux autres sociétés liées aux Chagnon. Puis, 4 jours plus tard, à Montréal, une conférence de presse vient secouer la classe politique québécoise. This is a great day for Canada. It's a great day for Quebec. And it's a very exciting one for our companies. Le 7 février 2000, la famille Chagnon annonce qu'elle cède le groupe Vidéotron à l'Ontarien Ted Rogers, le fondateur du géant des communications. Une transaction colossale de 5,6 milliards de dollars. Cette fusion avec Rogers, pour nous, on voit d'énormes avantages pour les actionnaires, pour les employés et pour les clients. Et d'énormes avantages pour la fortune personnelle des Chagnon. Puisqu'il s'agissait d'un échange d'actions avec Rogers, les Chagnon pouvaient reporter le paiement des impôts sur le gain en capital, une facture fiscale qui aurait atteint un demi-milliard de dollars. La création du Sogeki à l'Île-de-Man faisait-elle partie de la stratégie fiscale des Chagnon? On peut inférer qu'il y avait une structure qui a été mise en place, une structure potentielle afin de peut-être esquiver les impôts qui auraient été perçus suite au gain en capital qui aurait été réalisé. Mais les Chagnon font face à un obstacle imprévu, le gouvernement québécois. Moi, quand j'ai entendu la première fois que Rogers allait accaparer l'héritage extraordinaire de l'entrepreneur Chagnon, j'ai été atterré. J'ai dit, il ne faut pas que ça se fasse. J'étais ministre des Finances à l'époque, ce qui ne me donne pas le droit de dire à la Caisse de dépôt, faites ceci et cela. Ce que j'avais le droit de faire, et la loi l'a dit, c'est de m'informer. Alors, je me suis informé à la Caisse. Je me suis tellement informé qu'ils se sont doutés de ce que j'avais en tête. La Caisse de dépôt, qui était actionnaire de Vidéotron, exerce son droit de veto pour bloquer la transaction. Elle se tourne vers Québecor et demande à Pierre-Carl Péladeau de faire une contre-offre qui est d'abord refusée par les Chagnon. Quand on compare l'offre de Rogers, pour les actionnaires de Vidéotron, elle est nettement plus intéressante. L'offre de Québecor était en argent comptant, ce qui aurait forcé les Chagnon à payer immédiatement l'impôt sur les gains en capital. Même si Québecor a offert une offre plus alléchante, elle n'était pas plus alléchante au niveau fiscal. C'est-à-dire que l'offre de Québecor faisait que la famille Chagnon payait des impôts. Mais devant l'opposition ferme de la Caisse, les Chagnon battent en retraite. Le 27 avril 2000, ils abandonnent leur société de l'Île-de-Man sans l'avoir utilisée. Par courriel, Claude Chagnon nous confirme que la société de l'Île-de-Man n'a jamais eu d'activité et qu'il n'y a jamais eu d'actifs ou de sommes investies dans cette compagnie. 7 jours plus tard, la Fondation Lucie et André Chagnon est enregistrée auprès de l'Agence du revenu. Elle recevra une part des revenus de la vente de Vidéotron à Québecor. Une stratégie fiscale qui ne nuira pas à l'image des Chagnon, devenus de grands philanthropes. Parmi les autres sociétés enregistrées à l'Île-de-Man, on trouve Gask Investments, créée en 2001. Nos informations suggèrent qu'il est possible qu'elle soit liée au neveu de Ted Rogers, David Robinson, qui a longtemps été vice-président chez Rogers Communications. Il est maintenant le vice-président de la banque Rogers. Il n'a pas répondu à nos demandes d'information.
La société Snow apparaît en 2004. 2 Québécois y sont liés. Homer Lortie, un entrepreneur en immobilier qui passe ses hivers en Floride. Selon son notaire, il aurait accepté l'entente de règlement avec l'Agence du revenu du Canada et avec Revenu Québec. L'autre, c'est André Durand, qui possédait une entreprise de comptoir de cuisine à Blainville. Il nous affirme par lettre qu'il agissait comme prête-nom pour Homer Lortie. Je n'ai donc transféré aucun actif, mais agi comme poteau pour rendre service, dit-il. La société Burim est liée à des confiseurs de Winnipeg, la famille Burt. Elle exploite le Nutty Club Factory, une usine de bonbons de la capitale manitobaine établie depuis plus de 100 ans. Son président, Jim Burt, admet que KPMG l'a approché. Il nie avoir acheté le stratagème. Un de ses fils est un des administrateurs de Burim. Des indices suggèrent que la société SKH est liée au milliardaire ontarien Vic Dezen, une des plus grandes fortunes canadiennes qui fait affaire dans l'immobilier et dans l'industrie du plastique à Vaughan, au nord de Toronto. The same family is investing $10 million in Genesee. Quelques mois après le déclenchement de l'enquête du fisc en 2012, la société a été transférée à Saint Kitts et Nevis, un paradis fiscal des Caraïbes. La nouvelle adresse de SKH est la même que celle du luxueux complexe touristique de Vic Dezen. Il n'a pas répondu à nos questions. C'est des personnes qui aiment avoir une image de grands philanthropes, mais cette image est aux frais des contribuables. Et ils privent le Trésor de fonds publics, de fonds pour financer notre système public. Un des administrateurs de Calphare 43 est Richard Garneau, l'actuel grand patron de la papetière québécoise Résolu. Dans un courriel, il affirme que son rôle à l'égard de cette société était une affaire privée qui précède son association avec Produits forestiers Résolu. Il se dit dans l'impossibilité de divulguer des informations confidentielles concernant d'autres parties et que lui et sa famille n'ont pas bénéficié d'un avantage personnel. Si Richard Garneau sert de paravent, qui est donc le richissime Canadien qui se cache derrière Calphare 43? Le mystère reste entier. L'automne dernier, des fiscalistes du monde entier ont pu lâcher leur fou en goûtant à la légendaire vie nocturne de Madrid. Le Congrès mondial de l'Association fiscale internationale, dont KPMG est un des principaux commanditaires, a organisé des soirées dans les hauts lieux de la capitale espagnole. Même le somptueux musée du Prado a été réservé pour une soirée culturelle. Parmi les participants, le juge Denis Pelletier de la Cour d'appel fédérale. Son tribunal entend les causes de la Cour de l'impôt portées en appel. La porte-parole du juge nous a d'abord affirmé qu'il n'avait assisté à aucune des soirées, y compris celle du Prado, car son épouse aurait été trop indisposée pour sortir. C'est pourtant bien elle qu'on voit ici l'accompagner. Après avoir révélé au juge Pelletier que nous avions tourné ces images, sa porte-parole a admis qu'il était présent et que tout ça n'était qu'une erreur de communication. 2 jours plus tard, il y avait une soirée sur invitation seulement, sur une des terrasses les plus exclusives de la capitale espagnole, The Roof. Ce cocktail était entièrement payé par le bureau canadien du cabinet d'avocats Dentons, à l'intention des participants du Congrès. Marois Risquier a participé au Congrès, mais elle n'a pas assisté à ce cocktail. Effectivement, c'est des soirées sur les terrasses des grands hôtels 5 étoiles, la vue à couper le souffle. C'est des soirées qui sont très onéreuses pour le cabinet qui l'organise. On n'organise pas des grandes soirées juste pour le plaisir. Habituellement, c'est pour des outils de marketing, faire la promotion de son cabinet. C'est le cabinet Dentons, anciennement Fraser Milner, qui a fourni à KPMG en 1999 un avis légal pour valider son stratagème de l'île de Man. Parmi les invités à la soirée de Dentons, nous avons aperçu un autre juge canadien, Randy Bocock, de la Cour de l'impôt. C'est lui qu'on voit sortir ici. Randy Bocock est le juge de gestion de la cause impliquant le stratagème de KPMG et la famille Cooper de Victoria. Honnêtement, ça
Je suis un peu surprise. Très surprise même. Lorsque vous savez qu'il y a un dossier qui est en cours, vous devez éviter absolument de vous placer dans une situation où est-ce que la confiance du public pourrait être sapée. Même si on peut croire que le juge n'a eu aucune conversation dans ce cocktail, fort probablement, mais c'est pas le fait qu'il y en ait eu ou non, c'est pas ça qui est important. Il ne faut pas qu'il se place, ne doit pas se placer dans une situation où il risque d'être soumis à une influence ou même à une apparence d'influence. C'est ce que prévoit le Code de conduite de la magistrature. Le professeur Larreau estime que le juge en chef de la Cour de l'impôt, Eugene Rossiter, devrait rappeler ses juges à l'ordre. Définitivement, le juge en chef, Rossiter, doit émettre une directive à ses juges de ne pas participer à de tels cocktails, puisque l'image de la justice est alors en péril. Mais le juge en chef n'est pas du même avis. Par courriel, il répond que le juge Bocock ne s'est pas placé en situation de conflit d'intérêts en assistant brièvement à une réception ouverte à tous les participants de la conférence. À Calgary, lors d'une conférence sur la fiscalité, loin de condamner la pratique, le juge en chef l'a encouragé, indiquant qu'il allait lui-même continuer à assister à des réceptions. Ça ne mérite aucun applaudissement. C'est troublant, les paroles qui ont été prononcées par ce juge. Je pense que le Conseil de magistrature devrait se pencher sur cette question. Aux États-Unis, les autorités américaines ont traîné KPMG en justice pour avoir vendu des abris fiscaux abusifs créés à la même époque que le stratagème de l'île de Man au Canada. We simply can't tolerate flagrant abuse of the law and of professional standards by tax professionals, particularly those associated with so-called blue-chip firms like KPMG. L'avocat fiscaliste Michael Hammersley travaillait pour KPMG aux États-Unis. En 2003, il est devenu un lanceur d'alerte contre son ancien employeur. I eventually refused to endorse what I believe to be illegal conduct of KPMG tax partners involved in the audit. Les professionnels ont perdu leur sens moral et leur sens des responsabilités. Ils ont aussi perdu leur perception des risques. Les conséquences ont été beaucoup plus graves que prévu. 8 aux dirigeants de KPMG ont été accusés au criminel, 3 sont allés en prison et KPMG a dû payer une amende de 456 millions de dollars. Les grands cabinets ont tellement de capacités financières que les millions de dollars de pénalités ne suffisent plus à contrer leur imagination fertile. Et la seule sanction possible qui va pouvoir freiner l'élan de ces gens est la privation de liberté. Et on parlera davantage donc de peine d'emprisonnement. C'est la seule façon qu'on va arriver à un nettoyage finalement de notre fiscalité. Au Canada, KPMG et ses comptables ne font face à aucune accusation. Le cabinet continue d'obtenir chaque année des millions de dollars en contrats du gouvernement fédéral. Alors, je suis très inconfortable avec un bureau qui, d'une part, fait la promotion d'abris fiscaux, d'évasion fiscale, et d'autre part, qui soumissionne sur des contrats publics. KPMG soutient toujours que son stratagème a été soigneusement conçu et vérifié et qu'il respectait les lois canadiennes. Le cabinet devrait faire l'objet d'une enquête policière concernant son stratagème et ses interventions auprès de l'Agence du revenu, croit Marois Risky. La réponse aujourd'hui adéquate, c'est 2 choses. Une enquête indépendante par la GRC pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans cette entente qui a eu lieu entre KPMG et la RC, mais aussi le gouvernement a le pouvoir d'avoir une enquête publique sur cette question. L'identité des véritables propriétaires de certaines des sociétés de l'île de Man demeure encore un mystère. La plupart des sociétés ont été liquidées. Grâce à l'amnistie négociée par KPMG, ces multimillionnaires canadiens n'auront pas à faire face aux tribunaux. Pour l'instant, ils demeurent intouchables.